Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ouvrir ce vlog. Donc c'est un format un petit peu simplé, mais je voulais vous amener 24 heures avec moi, en gros, puisque aujourd'hui, donc la rentrée scolaire a eu lieu, mais dans mon emploi du temps provisoire, il se trouve que le vendredi, je travaille seulement pendant 3 heures pour l'instant, donc ça me laisse beaucoup de temps pour lire. J'ai quelques graphiques que je souhaite absolument découvrir, d'autres que j'ai déjà lus ce matin, donc je vais vous en parler. Finalement c'est un reading vlog, rien de nouveau, sauf que je vais essayer de lire le plus possible en 24 heures puisque je n'ai quasiment pas eu le temps de lire cette semaine. J'ai seulement bien entamé Frendo est vivant, donc le tome 2 de Un clown dans un champ de maïs, mais pour ceux qui l'ont lu, vous voyez bien que la mise en page chez Sonatine, le contenu de l'ouvrage, bref, tout fait que finalement cette lecture est amenée à être lue extrêmement rapidement. Et malgré cela, nous sommes vendredi, je l'ai commencé lundi et je n'ai toujours pas terminé. Donc premier objectif de la journée, terminer ce tome 2, en sachant qu'il doit me rester une centaine de pages, je pense. Ensuite, donc plusieurs graphiques que je vais vous présenter au fur et à mesure. Et dans l'idéal, commencer Autre Monde, le premier tome de Maxime Chatham, pour avancer sur ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. C'est en tout cas l'objectif que je me donne pour le moment. Je fais l'ouverture du vlog maintenant, mais je vais partir travailler. Il est 8h40. Il me semble que je finis à 14h30 ou 13h30, je ne sais plus. Non, 14h30. Donc, je rentrerai certainement manger à midi ici, mais je n'aurai pas le temps de lire entre midi et 2. Et je reprendrai donc, et en revenant du collège, je pourrai me remettre à lire. Voilà. Donc, je vais essayer de vous faire des plans un petit peu détaillés, des graphiques, et tout comme ça m'a été souvent demandé pour les mangas et pour les BD. En ce qui concerne les romans, je vous ferai seulement un point quand j'avance dans ma lecture. Voilà. J'espère que c'était clair. À plus tard. Je vous retrouve donc, il est 15h. Je viens de rentrer du collège et je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai lu entre midi et 2, ce que j'ai aussi lu rapidement ce matin en prenant mon petit déjeuner. Bref, je vous fais le topo grossier des graphiques que j'ai abordés dans cette journée. Je m'excuse pour ma tête, je suis épuisée. Et nous partons à Montpellier dans 1 heure ou quelque chose comme ça. J'ai absolument insisté pour ne pas rester là ce week-end parce que les vacances n'ont pas été reposantes, n'ont pas été stimulantes, ont été très axées sur l'administratif, le changement d'appartement, les déménagements, je vous en ai déjà parlé. Et j'en fais souvent mention ici. Depuis le décès de ma grand-mère, j'ai beaucoup de mal à rester dans un seul lieu. J'ai besoin d'être toujours occupée, d'avoir finalement très peu d'espace mental disponible. Et j'ai eu une peur bleue quand, pour ce week-end, ils ont annoncé une vigilance orange, je crois, pour les orages dans la région. Parce que je me sentais incapable tout simplement de rester à la maison, à lire ou même à travailler, chose qui ne m'arrive jamais habituellement. Je me dis, j'ai besoin de sortir, c'est une certitude. Je veux dire, j'adore aller me promener, que ce soit en ville ou à la campagne, qu'importe. J'adore utiliser mon temps aussi de façon plus active, je dirais, que dans active physiquement que dans l'activité de lecture. Mais là où vraiment j'étais incapable de concevoir de rester ici. Et en fait, je trouve que le Airbnb que j'ai réservé, je trouve que les hôtes sont assez particuliers dans l'échange qu'on a eu. Donc c'est une source de stress supplémentaire. Je pense que ça se voit sur ma tête en plus parce que avec la rentrée, j'avais les 5e cet après-midi, je ne les connaissais absolument pas. Donc il y a aussi l'aspect de renouer avec des individus finalement qu'on ne connaît pas, même s'ils sont très jeunes. Ça a été très demandant physiquement et émotionnellement, donc je m'excuse. Il y a vraiment tout ça aussi en toile de fond de la présentation des lectures que je vais vous faire et de cette tête que je vous présente aujourd'hui. Bref, donc dans les choses qui se lisent extrêmement rapidement et que j'ai, me semble-t-il, déjà abordé sur la chaîne, le premier ouvrage c'est Une place pour moi de Maggie Lulu et Mathieu Chiara. Je vais vous mettre une incrustation un petit peu pour que vous voyez à quoi ressemble véritablement l'ouvrage. C'est publié chez La Joie de Lire et il s'agit ici d'un tout petit récit dans lequel nous suivons un bébé qui va naître, sortir du ventre donc d'une maman qui ne va pas être la maman qui va s'occuper de lui puisque l'enfant va être adopté par la suite. Et voilà, c'est un petit récit vraiment tout doux, très mignon.
Je pense que c'est une toute première lecture, puisque comme vous pouvez le voir, le texte est vraiment très très peu présent et on a finalement des représentations qui sont crayonnées, qui sont assez épurées et qui parlent avec des termes très simplifiés. Donc très mignon, très touchant, pas du tout pour moi en termes de public, mais vraiment très joli. Et un autre titre qui vient également chez La Joie de Lire. Donc je vous disais, un autre titre de chez Loge, La Joie de Lire, que j'ai lu en voilà, une dizaine de minutes. C'est ce petit ouvrage qui se nomme donc 101 bonnes raisons de se réjouir de lire de Guillaume Long, qui est un tout petit texte, qui n'est pas vraiment un texte d'ailleurs, ce serait plutôt, je dirais, des espèces de constats, de règles en rapport avec la lecture et les multiples joies que la lecture peut susciter. Donc ça peut aller du plaisir de la relecture, le plaisir de se plonger dans des mondes que nous ne connaissons pas, le plaisir de faire la lecture avec d'autres individus, de lire pour ses parents, lire pour ses frères et sœurs, de même se faire la lecture, bref. C'est vraiment un ouvrage qui parle, je dirais, de façon très globale de l'amour, de la littérature, de l'objet livre et de l'activité de la lecture. C'était vraiment très sympathique et je ne trouvais que ça n'avait pas un côté endoctrinement forcé. Voilà. J'avais pas l'impression qu'on était en train d'essayer de dire aux enfants la lecture est la meilleure activité que vous puissiez entreprendre. Consacrez-y tout votre temps libre et aimez ça, quelles que soient vos difficultés et vos lacunes. Pas du tout. Au contraire, j'ai trouvé que c'était bien plus un texte qui allait s'axer sur ce que la lecture allait apporter aux individus et je trouve que ça c'est plutôt joli et que c'est le paramètre qu'on devrait mettre en avant pour donner envie de lire aux générations peut-être un petit peu plus jeunes qui sont amenées à être diverties par des canaux qui sont bien différents de la lecture aussi. Il ne faut pas se mentir, même si nous aussi, voilà, nous sommes divertis par des choses qui sont tout autres. Ensuite, dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu donc Soleil glacé de Séverine Vidal et Laura Giraud. Alors celui-là, je l'ai lu, je triche un petit peu parce que je l'ai lu avant-hier, me semble-t-il. J'ai beaucoup aimé cette adaptation. Je dois reconnaître que je n'avais aucun souvenir du roman et pourtant l'histoire en tant que telle est assez touchante puisqu'on va suivre Luce qui, à la mort de son père, découvre qu'elle a un frère. Ce frère, il a un handicap, il vit donc dans une structure adaptée. Et un jour, Luce va décider pour se rapprocher de lui, mais aussi comme une espèce de revanche face à la vie, à ses 16 ou 17 années de vie, peut-être même un peu plus, je me souviens plus exactement, qu'elle a perdu, puisqu'ils ont exactement le même âge. Donc elle apprend du même coup que son père a trompé sa mère, mais aussi qu'elle a un frère et une petite sœur d'ailleurs. Et son père vient de mourir. Beaucoup de choses pour un seul individu. Bref, elle décide donc de partir à l'aventure avec son frère, mais son frère a donc toutes ces difficultés que je mentionnais avant cela et finalement Luce, elle va apprendre à composer avec les difficultés de son frère, mais le frère va aussi apprendre à sortir de sa zone de confort et il va se découvrir autrement. Tout le monde va se découvrir autrement dans cet ouvrage, donc c'est très sympathique, c'est joliment illustré avec des teintes qui sont finalement assez avec des sortes de monochromes par moment, puis parfois des choses un petit peu plus un petit peu plus sombre. Vous avez beaucoup de variations dans les couleurs, mais on garde tout de même des teintes qui sont dans une dominante, soit pastel, soit beaucoup plus obscure. Et finalement, cet entre-deux, il est intéressant parce qu'il est assez audacieux. Ce n'est pas forcément des mariages de couleurs qu'on voit fréquemment en graphique. Et j'ai trouvé que ça, c'était sympathique. Et l'histoire en elle-même, encore une fois, je viens de vous la résumer. Elle n'est pas très originale, mais elle est très touchante en tout cas. Et voilà, à la lecture d'un petit graphique, c'est toujours agréable. Histoire beaucoup plus complexe, Petite Grande de Lauriane Chapeau et Violette Bénilan. Donc pour le coup, on est dans un récit illustré 100% en noir et blanc. On a des scènes avec des personnages nus, mais il n'y a pas de... Je ne me souviens plus, mais je ne crois pas qu'il y ait de scènes de sexe très explicites. Parce qu'on parle ici de la sexualité, évidemment. En fait, on va parler de l'impact des traumatismes vécus dans l'enfance sur la sexualité d'une femme. Alors d'une femme précise, qui est donc Lauriane. Lauriane, elle a vécu des traumatismes lorsqu'elle était plus jeune, et lorsque sa fille va rentrer en classe de CP, elle va rejouer tout ça, puisque sa fille va se retrouver dans la classe d'un homme, et c'est la première fois qu'elle va être donc avec un enseignant masculin. Le problème, c'est que Lauriane, dans son enfance, elle a vécu des abus de la part de son maître.
et elle a refoulé ça, elle a gardé ça pour elle. C'est sa sœur qui, quelques années après, donc sa jeune sœur, qui quelques années après a rompu le silence sur la question. Et Lauriane s'en est toujours un petit peu voulu. D'une part, de ne pas avoir porté secours à sa sœur, entre guillemets, en dénonçant cet homme, mais aussi de ne jamais avoir parlé de l'impact qu'avaient pu avoir les actes commis par ce pédocriminel sur les enfants de sa classe et sur elle-même. Bref, c'est vraiment un récit très lourd. Alors la forme graphique évidemment allège, je ne dirais pas la thématique, mais allège la charge émotionnelle pour le lecteur. C'est très bien fait, c'est intéressant, c'est un ouvrage qui est très qualitatif aussi dans sa publication. On voit que l'accent a été mis sur le fait de vendre ce livre comme un objet tout à la fois important et vraiment aussi comme un objet artistique. Donc on a vraiment... on n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans un récit qui va purement être là pour, je dirais, cocher les cases de ce qui fonctionne actuellement, parce que... véritablement, voilà, on est sur des thématiques qui sont tout de même très courantes aujourd'hui dans la littérature, et tant mieux, je ne déplore absolument pas cela, mais l'ouvrage existe véritablement en tant qu'objet artistique. Voilà, il y a une vraie création graphique autour du traumatisme de Lauriane, autour de cette histoire, et qui plus est, voilà, il aborde une réalité qui est malheureusement bien trop sous-estimée, bien trop méconnue, et voilà, l'aborder par le prisme de la personne traumatisée qui arrive à briser le silence sur la question, c'est aussi quelque chose que je trouve intelligent, courageux et très très bien amené ici. Donc je ne peux que vous recommander de vous plonger dans ce titre si vous êtes prêt à lire quelque chose qui est vraiment déroutant, qui est touchant, qui force l'empathie, qui va faire appel à beaucoup de choses chez vous, et surtout qui va vous révolter évidemment. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Je voulais vous parler d'autre chose. Je ne savais pas où je l'avais mis. Donc Pendragon, le tome 2, le Conseil des rois. Donc petite triche aussi puisque je l'ai lu hier soir. J'étais un petit peu fatiguée, j'étais en train de lire Friendo, c'était extrêmement addictif comme d'habitude, mais je me suis dit je vais faire une petite pause graphique, et c'est vrai que ces BD sont extrêmement brèves puisqu'elles font 50 pages. Je vous ai parlé du tome 1 très très récemment, donc on est dans la continuité de l'histoire. Je n'aimerais pas vous spoiler, en revanche je vais vous montrer les illustrations parce que je les trouve vraiment très très belles. Autant je ne suis pas une grande adepte de graphisme très réaliste en BD, ou très, je dirais, porté sur la fantasy New Age un petit peu, mais là je trouve que c'est vraiment très joli, et comme on est dans le mythe arthurien, on retrouve aussi des personnages que l'on connaît. C'est une BD qui est sans concession aussi, qui est très explicite comme vous pouvez le voir, avec des scènes un petit peu gore. Et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup tout à la fois le côté moyenâgeux, la reprise du mythe arthurien, et les choix graphiques qui sont faits par les artistes qui travaillent sur cette œuvre. Donc pour l'instant, pour moi en tout cas, c'est une réussite. Après, en ce qui me concerne, je ne sais pas pourquoi, mais sur les BD en fantasy, fantastique... je suis toujours moins... je ne sais pas comment dire. Je suis beaucoup moins happée par le scénario, par les histoires, par la composition des histoires, que par les univers graphiques. Je trouve que ce qui est immersif dans cette BD-là, parce que j'ai bien aimé le tome 1 aussi, c'est le côté graphique. Si on enlève cela, je ne sais pas si l'histoire m'intéresserait à proprement parler. Après, bien évidemment, elle serait densifiée par des descriptions, par tout un tas de choses qui nécessairement me forcerait à voir l'œuvre différemment. Mais en tout cas, voilà, ce sur quoi personnellement je voudrais insister, c'est la dimension graphique que je trouve extrêmement réussie, très travaillée. De toute façon, vous le voyez sur la couverture, hein, que vraiment les protagonistes sont tout en ombre, tout en nuances, tout en relief. C'est très impressionnant honnêtement d'avoir une qualité graphique de cet ordre-là. Bon, malheureusement, il est arrivé un petit peu, je ne sais pas si vous allez le voir, mais abîmé dans la boîte aux lettres, mais vraiment c'est une saga que j'aime bien, et le tome 2 vient de sortir me semble-t-il. Je vais maintenant lire Les Licorniers, le tome 1, Graines de folie. Je vais relire Phobos. Alors c'est marrant parce que du coup il me reste les deux BD que je souhaite lire là tout de suite, ce sont des BD de Victor Dixon. Donc l'adaptation de Phobos en BD que je vois qui est là-bas, mais j'ai la flemme d'aller le chercher, ne m'en voulez pas, je vous le mettrai en photo. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette BD, donc vous l'avez déjà vu passer sur la chaîne. On a des illustrations qui sont
je trouve un petit peu vintage avec des couleurs qui sont extrêmement peps et qui ont un côté aussi caractéristique. Je trouve vraiment que cette BD a beaucoup d'identité. Et Les Licorniers, donc là pour le coup on est dans quelque chose d'un petit peu différent. Donc c'est de Victor Dixon et Gloria Marino. J'imagine que Gloria Marino est donc aux illustrations, Victor Dixon au scénario. C'est publié chez Vent d'Ouest, donc Glénat. Et je suis curieuse de découvrir ce titre-là, voilà, parce que donc on est dans un monde avec des licorniers. Il y a une espèce de reprise, je pense, du mythe arthurien aussi, parce que il me semble qu'on parle d'une table ronde, etc., etc. Donc je pense que ça va être très mignon. Et il me semble que dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, je vais vous montrer déjà ce planisphère, cette carte que je trouve très qualitative. Dans tous les ouvrages de Victor Dixon, vous trouvez des cartes. Et celle-ci est vraiment très très jolie, je la trouve bien travaillée, donc je suis curieuse de lire ce livre. Donc je vous disais le tome 3 de la BD de Phobos, et ensuite j'ai reçu tout récemment, je vais vous le chercher. Moi je vais même m'éviter de faire l'incruste de la couverture de Phobos. Donc voilà le tome 3 de Phobos en BD, et je vous montre les illustrations dont je vous parlais avec ces fameuses couleurs très punchy que j'apprécie beaucoup personnellement. Et donc ce que je veux relire, c'est une BD. Alors cette BD, elle a beaucoup d'importance pour moi pour plusieurs raisons. D'une part, j'ai adoré l'histoire. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la seconde raison est arrivée dans ma vie. C'est Olive. Donc, quand le tome 1 est sorti, j'ai adoré Olive. J'en ai fait une chronique sur Instagram à l'époque parce que je publiais uniquement sur Instagram. Et puis à l'époque, plus largement, je vais dire, j'accordais beaucoup d'importance à mes chroniques sur Instagram. Et à ce moment-là, Dupuis avait récupéré des mots de ma chronique et m'avait demandé si c'était possible de capturer une petite partie de ma chronique et de la mettre donc sur le bandeau d'édition du tome 2 d'Olive. Donc si vous voulez, alors c'était il y a quelques années déjà, parce que la sortie du tome 2, ça doit dater d'il y a 4-5 ans je pense. Mais voilà, j'ai ma petite histoire aussi, je dirais, personnelle avec Olive. Donc déjà, j'adore l'histoire parce que j'adore ce protagoniste, cette jeune fille qui a vraiment un univers mental très fourni, un imaginaire extrêmement développé, qui a du mal à se lier socialement avec les gens, mais qui fait de gros efforts, qui grandit, qui change au travers de cette BD. J'aime beaucoup l'aspect fantastique aussi qui est développé autour de tout cela. Bref, pour moi c'est un sans faute Olive, et je suis ravie qu'une intégrale soit sortie. Je pense que je vais conserver les tomes uniques dans ma bibliothèque, et qu'une fois que j'aurai relu cette intégrale, parce que j'ai quand même bien envie de le découvrir sur ce format là, j'ai l'impression que les cases sont légèrement plus petites, je pourrais le mettre à disposition en classe, même si je reconnais que l'année passée les 5e ont essayé de lire Olive et ils ont trouvé ça un petit peu compliqué. C'est vrai que déjà comprendre que certaines choses se déroulent dans l'imaginaire d'Olive qui n'est pas vraiment son imaginaire, je comprends que ça puisse être complexe, ces histoires de monde dans les mondes, mais en tout cas moi personnellement j'adore cette BD, vraiment je l'adore. Et tant qu'à y être, puisque je ne pourrai pas filmer pendant les 2 prochaines heures, mais que je pense que je vais un petit peu le lire en voiture parce que j'ai la tête comme ça là cet après-midi. Je n'ai aucune patience en ce moment, aucune, je suis très fatiguée. Et même si je suis super contente de retrouver mes élèves, j'avoue que toute mon énergie émotionnelle passe là-dedans et j'ai très peu de patience. Je n'ai pas de grandes envies de communication, pas vraiment, non. Je préfère être soit dans des activités qui sont très stimulantes, soit dans mon petit univers à moi, voilà, en train de lire mes livres, etc., etc. D'ailleurs, en arrivant à Montpellier ce soir, je pense que ce sera lecture ou suite du visionnage de la saison 2 de Jujutsu Kaisen que j'ai repris là récemment, ou lecture de la suite de Naruto, voilà, je sais pas. Mais ça, ce sera la partie doudou confort. Par contre, dans la partie découverte, il y a 2 choses que je vais dire ce soir de façon certaine. Donc déjà, comme je vous le disais, j'emporte celui-ci. J'emporte le haut livre l'intégrale. Celui-là, je vais le lire avant qu'on parte parce qu'il est extrêmement bref. Donc voilà, il sera lu avant qu'on parte. Et je pense que celui-ci aussi, je vais le lire avant qu'on parte parce qu'il est que 15h20. Et mon copain termine à 16h30, le temps qu'il arrive ce sera 16h50, je pense que j'ai le temps de lire la BD et le manga. Donc La romancière et le mercenaire, je vous en ai déjà parlé récemment, c'est publié chez Doki Doki. Il me semble que ce sera seulement une trilogie, je crois que j'ai vu
ça sur le... Non, je n'ai pas vu ça sur le site, c'est écrit au dos, série terminée en 3 volumes. Donc on suit une romancière en quête d'inspiration qui part explorer la noirceur d'un monde oublié. Voilà. Donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus puisque je voulais présenter plus largement... Où est-ce que je voulais présenter plus largement en Bookhaul, je pense. Donc je vous en parle quand il est lu de toute façon, mais là voilà, ça ne saurait tarder. Et ça, il est dans ma palle depuis... je ne sais pas combien de temps, depuis qu'il est sorti. Donc Le Jardin des Fées, La Petite Reine de Audrey Alouette et Moretti. J'aime beaucoup ce que fait Audrey Alouette, j'ai beaucoup aimé le tome 1, je ne sais pas ce que je fais avec les graphiques, c'est terrible. Et là, comme je suis dans une boulimie un petit peu, alors beaucoup plus de manga que de BD, mais bon, l'un n'empêche pas l'autre, vous me direz, c'est toujours agréable. Je me suis dit que j'allais enfin le sortir de ma palle, voilà. Donc au niveau des illustrations, on est dans quelque chose de très floral, de très verdoyant, de très nature, et ça me semble normal puisqu'on est dans le jardin des fées. Voilà, ce qui fait tout de même largement appel à un imaginaire en rapport avec la nature. J'aurai peut-être même le temps de terminer, je vais voir ce que j'arrive à faire. Si j'arrive à terminer Les Licorniers et La Romancière et le Mercenaire, je vous reprends. Sinon ensuite j'irai faire mon sac et on partira. J'essaierai de vous filmer un petit peu ça ce week-end parce que je pense que je vais aller faire un tour à Gilbert Joseph sûrement. Alors j'ai pas un gros bon d'achat comme d'habitude, on va pas se mentir, donc ça me déçoit un petit peu. Mais c'est la vie, je peux pas toujours avoir des gros bons d'achat, c'est comme ça. Voilà. Vous m'avez posé la question, alors c'était pas ici, c'était sur Instagram, de comment j'avais ces bons d'achat. En fait, simplement, moi je ne fais pas partie des personnes qui sacralisent la réception de service presse. Lorsque je sais que je ne relirai pas un livre et que je ne peux pas le mettre à disposition de mes élèves ou que je ne peux pas le donner à mon copain qui n'a pas envie de le lire ou à, je sais pas, un ami ou à ma mère, peu importe, je ne divinise pas la chose, je ne me dis pas que parce qu'on me l'a offert, je dois quelque chose à la maison d'édition. Quelque part, en fait, à partir du moment où je parle de l'ouvrage et où je le présente en book-haul, pour moi, je n'ai pas de responsabilité à proprement parler. C'est un rapport de confiance aussi qui est établi. Il y a des maisons d'édition avec qui je travaille depuis des années. J'estime que... bien sûr, c'est très gentil de m'envoyer les livres et je suis infiniment reconnaissante de les avoir gratuitement puisque je vous l'ai déjà dit, je ne pourrai jamais m'offrir autant d'ouvrages, c'est une certitude. En revanche, je suis complètement contre le fait de voir ça comme une responsabilité absolue et comme un travail supplémentaire. Je l'ai fait pendant longtemps avec Instagram, je me donnais l'obligation de chroniquer absolument tout ce que je lisais, de conserver les ouvrages, etc., etc. Et finalement, chaque fois que je faisais un gros tri dans ma bibliothèque, c'était les moments où je déménageais. Maintenant, je ne procède plus comme ça. Je reçois des choses, si je souhaite les garder, pour moi, je les conserve dans ma bibliothèque. Si je souhaite les offrir, je les offre directement. Et si je souhaite les mettre en classe, je les mets en classe. Tout le reste, je ne le conserve pas. C'est ce qui fait que, voilà, souvent, de façon assez régulière, en tout cas, j'arrive à avoir des bons d'achat chez Gilbert Joseph qui sont assez importants et qui me permettent de m'acheter des ouvrages que je souhaite lire finalement. Et encore une fois, que je n'ai pas forcément les moyens de m'acheter. Je ne suis pas en train de faire la victime ou de me plaindre de mes revenus, ce n'est absolument pas la question. Mais c'est vrai qu'au vu du nombre de lectures que j'effectue sur une année, particulièrement lorsque je suis dans des phases de graphique, je ne peux pas suivre le rythme. Je serais obligée de le faire de toute façon si je n'avais pas de service presse, qu'on soit clair. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir lire des graphiques à profusion. J'en profite très largement. Mais par contre, voilà, je ne sacralise pas la chose et je ne me dis pas que je me dois de garder l'ouvrage. Je le revends, il y a une majoration chez Gilbert Joseph qui est de 20% aussi, ce qui est intéressant parce que les livres ne sont pas repris non plus à des tarifs trop élevés comparativement au prix initial qu'ils peuvent coûter. Alors vous allez me dire évidemment ce sont des ouvrages gratuits donc de toute façon quelle que soit la somme que je récupère dessus c'est une plus-value, ce avec quoi je suis d'accord et je vois ça de cette façon, je vois vraiment ça comme un plus et comme une chance mais je refuse de me culpabiliser pour cette raison là en fait tout simplement. Moi j'ai l'impression que je me justifie beaucoup quand même mais c'est vrai que ce sont souvent des attaques que je vois sur les réseaux sociaux que ce soit sur... Alors j'y vais plus parce que je trouve que c'est aussi toxique que Twitter X mais sur Thread par exemple je voyais beaucoup ça. Je ne vois pas vraiment ce que ça peut faire en fait, ce qu'on fait des livres une fois qu'on les a reçus et lus, je comprends pas. À partir du moment où je ne fais pas... je me refuse à vendre sur Vinted mes services presse.
quand je n'ai pas besoin d'argent. C'est-à-dire que si c'est juste une phase voilà, où j'ai envie de me racheter des nouveaux bouquins, je vais les vendre à Gibert, largement à perte par rapport au prix initial, mais je préfère ça. Quand je vends sur Vinted, c'est que voilà, à un moment clé, j'ai besoin d'argent. Par exemple, là, je l'ai fait récemment, c'était au mois de juillet, je crois, parce qu'on devait louer un camion, faire plus de 800 km et qu'il fallait pouvoir louer ce camion, que ça tombait sur un mois où je ne fais aucune heure supplémentaire puisque je ne suis pas au travail. J'ai été en arrêt donc pendant plus d'un mois quand ma grand-mère était à l'hôpital pour rester avec elle. Donc j'ai aussi perdu beaucoup d'argent à ce moment-là. Mais enfin, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je ne croulais pas sous la richesse non plus. Donc nécessairement, dans ces moments-là, je ne vais pas me culpabiliser d'avoir des événements de vie qui font qu'à un moment donné, je vais dire, moins à l'aise financièrement, moins confortable. Non pas non plus que, voilà, que je roule sur l'or, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, moins confortable avec mon salaire de prof, voilà, avec un échelon quand même assez bas. J'ai pas envie de me culpabiliser en fait, ça me fatigue, je l'ai fait pendant longtemps. Maintenant j'ai 30 ans, j'ai pas envie de me poser encore ce type de questions. Franchement, si les maisons d'édition sont... Il y a des choses que je trouve dommages, hein, très honnêtement, je vais pas nommer les maisons d'édition, mais il y en a pas mal qui maintenant tamponnent les tranches des ouvrages, etc. pour s'assurer que les livres ne sont pas revendus. J'ai beaucoup de mal avec ce concept-là. Certes, c'est un objet gratuit, mais à partir du moment où... c'est comme si on donnait quelque chose à quelqu'un et qu'on lui disait mais c'est à toi, mais pas vraiment en fait, t'en fais pas vraiment ce que tu veux. Voilà, j'ai un petit peu un problème avec ça. Et j'ai aussi un problème avec le fait que j'ai souvent l'impression que sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça aussi je pense que j'ai disparu d'Instagram un petit peu depuis 2 ans. Je poste, si vous voulez, je programme mes posts pour dire voilà, je l'ai fait, et parce que j'adore faire de la photographie, mais c'est vrai que je suis beaucoup moins active parce que je ne supporte plus ces jugements permanents. Je supporte plus d'entendre dire des absurdités sur des choses qui sont... Je sais pas. En fait, il y a tellement plus grave, quoi. Mais même dans le domaine de la littérature, il y a tellement plus grave qu'une personne qui va vendre un service presse parce qu'à un moment donné, elle a besoin d'argent. Je comprends pas, en fait. Vraiment, je comprends pas. Bref, bon, c'était pas la question. Je disais juste que chez Gilbert Joseph, j'allais avoir un bon d'achat moins conséquent parce que j'ai tellement trié mes bibliothèques ces derniers temps que, voilà, à un moment donné, je vais pas vendre des choses que j'aimerais lire. Donc, ça réduit un petit peu ce que je vais pouvoir m'offrir. Mais après, par contre, je me suis promis, et j'avais gardé des sous de côté pour ça, là, un petit peu, que comme on n'était pas trop partis en vacances, etc., que là je pourrais quand même m'acheter 2-3 choses. Je pense acheter notamment la fin des Liens du sang, je vous mets le manga juste là, parce que je suis au tome 11 et que je suis passionnée par cette saga. J'espère vraiment pouvoir vous faire une vidéo unique sur le mangaka. D'ailleurs je vais acheter Les Fleurs du Mal, que je vous mets en photo là, qui est du même mangaka. J'en ai un tome là d'ailleurs, des Liens du sang, je me rends compte, c'est le 5, voilà. Et vraiment je pense que c'est ma découverte manga de cette année. Il y a quelques années, c'était Junji Ito, Kazuo Umezu, pardon. Là, cette année, c'est vraiment toute cette œuvre que je trouve grandiose. Donc, l'œuvre de Shuzo Oshimi. Et alors, attendez, je vous cherche des dessins, mais voilà, je trouve ça incroyable. Incroyable. Et l'histoire n'a rien à envier à la qualité graphique. C'est ça que je trouve incroyable. Je comprends même pas qu'on puisse être aussi talentueux. Voilà, c'est grandiose pour moi. Bref, je vais lire, j'arrête de faire du blabla. En plus, je me suis énervée parce que émotionnellement, c'est dur en ce moment. J'espère que ça demeurera quand même intéressant. Je vous dis à tout à l'heure. One eternity later. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'écho. J'ai quand même l'impression qu'il y en a beaucoup puisque je suis dans le Airbnb que nous avons pris pour ce week-end. Mais le seul espace disponible que j'ai dans lequel il y a un tant soit peu de luminosité, c'est la pièce principale et elle est assez spacieuse, comme vous pouvez voir. Donc ça résonne pas mal. Donc nous sommes arrivés hier soir. La route a été extrêmement longue. Pourtant nous ne sommes qu'à 2h15. Mais on était tous les deux super fatigués, donc on s'est arrêté, on a mangé un bout. Bref, moi j'ai majoritairement lu en voiture, même si le sommeil a tenté de me gagner à plusieurs reprises. Et arrivé ici, j'ai lu toute la soirée, impossible de m'endormir hier soir, d'où ma tête aussi. Donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Je pense que j'ai lu quasiment tout ce que je souhaitais lire et dont je vous ai parlé précédemment, c'est juste ici. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Je vais commencer par les tomes
2, 3, etc., etc. Parce que ça va me permettre de passer plus rapidement dessus et de les écarter du champ de vision là, et de les mettre sur la table basse. Donc j'ai lu le tome 3 de Phobos, le Pacte des apparences, donc toujours de Victor Dixon au scénario, et de Maria Francesca Perifano aux illustrations. Sachez que si vous êtes intéressé, ces BD sont au prix de 15,50 €. Elles sont publiées chez Glénat et il y a donc 3 tomes pour l'instant. Ce 3e tome s'arrête. Il est assez tôt dans la genèse de Phobos. Il est très bien. Après, moi j'aime beaucoup cette présentation sous forme de BD, mais si vous êtes curieux, ne serait-ce que de découvrir la plume de Victor Dixon, qui a certes grandement évolué depuis quelques années, mais si vous êtes quand même curieux de le découvrir sur des choses, je dirais, plus basiques, parce que Phobos, pour moi, c'est un petit peu la base de Victor Dixon, même si avant ça, il y avait Animal, il y avait Jack Spark, etc., etc. Pour moi, c'était vraiment la saga qu'il a lancée, donc si vous voulez le découvrir, je dirais, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'a fait Victor Dixon, le fondement un petit peu de sa genèse aussi, je dirais. Phobos, c'est plutôt cool. Pas la partie BD pour le coup. La partie BD, je trouve c'est un super complément et c'est trop bien pour les personnes qui ont envie de relire l'œuvre mais qui n'ont pas le temps, ou pour les gens qui n'aiment vraiment pas lire des romans. Mais si vous êtes curieux de la plume de Victor Dixon, orientez-vous plutôt vers le roman. Ensuite, donc le tome 2 du Jardin des Fées de Audrey Alouette et Moretti, publié chez les éditions Dracou. Très jolie petite BD, encore une fois, dont je ne vais pas vous dire grand chose, puisqu'on reste donc dans ces histoires de fées qui butinent dans des jardins. Alors on a des petites aventures, etc., etc. Mais ça reste très mignon, assez... Les personnages sont assez attachants, il y a quand même des choses qui sont un petit peu... qui font réfléchir, qui sont douces... Bref, j'aime beaucoup cette histoire-là. Je trouve qu'elle s'adresse très très bien à tous les publics, c'est-à-dire que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une des grandes forces pour moi des récits réussis. Ce sont ces titres qui finalement ne s'adressent plus à une classe d'âge, même si voilà, c'est important qu'il y en ait aussi. Je pense à la littérature young adulte sur certaines thématiques dans lesquelles les adultes se retrouvent peut-être moins avec le temps, mais là pour le coup c'est vrai qu'au niveau du format graphique sur une BD comme celle-ci, je trouve que c'est parfait pour n'importe qui a juste besoin de se plonger dans un univers graphique, voilà, un petit peu confortable. Je vais garder la partie roman, donc j'ai 2 romans à vous présenter pour plus tard. J'ai relu au livre, alors j'ai pas tout relu encore, mais je vous le présente maintenant. Les 2 premiers tomes sont mes préférés de toute façon. Le tome 3, je l'ai beaucoup aimé aussi, mais pas autant. Je me suis arrêtée donc au 2e tome. J'ai beaucoup aimé faire cette relecture. J'ai beaucoup aimé retrouver l'univers graphique d'Olive et toutes les pérégrinations un petit peu, tout à la fois de son esprit et qui lui arrive dans sa vie véritable. Vraiment ça, pour le coup, c'est une BD que je vous recommande. Qui que vous soyez, que vous aimiez les graphiques ou pas, c'est Olive, c'est génial, c'est hyper complet, c'est hyper touchant et ça embrasse un point de vue qui, à mon sens, est un petit peu trop marginalisé dans la littérature. C'est qu'on voit vraiment la vie, le quotidien d'une personne qui est neuroatypique un petit peu. On ne tombe pas dans le pathos, on est vraiment dans l'analyse factuelle de comment les choses se passent et vraiment c'est très intelligent. Alors, je continue avec les licorniers. Donc, on va rester avec on va retourner avec Victor Dixon. Il était plutôt pas mal ce premier tome. Il m'a un petit peu fait penser au récit de Cassandra O'Donnell, le collège maléfique. Donc, on suit Romy qui est envoyée donc au collège Cornelius, qui est un collège qui est assez élitiste, assez strict, dans lequel les élèves portent des uniformes. Ce sont beaucoup d'élèves de très très bonne famille et Romy, elle est un petit peu différente tout simplement, donc elle a du mal à trouver sa place dans cet environnement qui ne lui sied d'ailleurs pas du tout non plus. Et voilà, il n'y a pas de tentative effrénée à s'intégrer non plus dans certains groupes au sein de cet établissement. Un jour, alors elle rencontre tout de même un compagnon, donc un jeune garçon qui va devenir son ami. Et un jour, dans un acte de rébellion, un petit peu désespéré, elle va fuir à la nuit tombée.
Sauf qu'une... alors je ne sais pas si c'est véritablement une légende, mais en tout cas il y a une interdiction formelle de quitter l'établissement scolaire de nuit, puisque une espèce de brume, de brouillard se met à planer autour du collège, et notamment au-dessus du lac qui environne l'établissement. Romy va s'aventurer sur ce lac et va se retrouver catapultée dans un univers différent dans lequel le temps s'écoule à l'envers, et qui est donc un univers dans lequel les licornes sont pourchassées. Alors pas seulement les licornes, mais il y a des protagonistes en gros. Alors là c'est très manichéen pour le coup, mais voilà, des méchants tout simplement. Et Romy va essayer, donc, dans un premier temps, donc elle va se rendre compte qu'elle peut dompter les licornes, enfin en tout cas la licorne, parce qu'on pense qu'il n'en reste qu'une seule. Et voilà, et elle va être donc rapatriée dans un château par les personnes qui ont assisté à la scène, puisque c'est un talent qui est recherché. Et finalement, elle va se rendre compte que ces gens-là ne sont pas si gentils. Bref, voilà, elle va fuir avec ce jeune homme-là qui se fait passer pour un palefrenier. Et elle va devenir donc la première licornière, c'est-à-dire monteuse de licorne. Je ne sais pas comment le traduire autrement. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais c'était sympathique. Je trouve que voilà, c'est vraiment à la croisée d'une histoire à la Cassandra O'Donnell façon Le Collège Maléfique, donc très jeunesse, et ça m'a aussi un petit peu fait penser à quelque chose que j'adorais. Alors les gens qui sont de ma génération, peut-être que vous comprendrez ce que je veux dire, mais il y a une petite touche, je trouve, qui fait penser à Witch, qui était, je vous mettrai une photo par là, qui était vraiment une BD que j'adorais suivre. Donc au départ c'était dans le journal de Mini, et ensuite il y a eu Witch Mag. D'ailleurs j'ai connu quasiment que Witch Mag personnellement. Ma maman me ramenait de vide-grenier les exemplaires de Mini Magazine, mais à partir du moment où il y a eu Witch Mag, en fait on a eu toute l'histoire de Witch, et j'adore Witch, vraiment, je serais trop contente de pouvoir les relire. D'ailleurs, si vous connaissez des éditions qui les proposent en intégralité et pas sous format magazine, je serais très curieuse de les avoir dans ma bibliothèque, mais je ne les veux pas sous forme non plus des petits romans de la bibliothèque rose. Je les voudrais vraiment en format BD, en fait, simplement. Voilà. Donc si vous avez une piste, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Bref, et donc il y avait des petites touches qui faisaient penser à ça, j'ai bien aimé. Dernier graphique, ensuite je passe aux deux, alors ce ne sont pas des romans, mais aux deux ouvrages. La romancière et le mercenaire, publié chez Doki Doki. Alors le nom des personnages, ça me pose toujours problème. Donc Swart, c'est un ancien mercenaire, et on suit aussi Valderon, donc qui est la jeune fille qui est là. Donc Valderon, elle est écrivaine, et Swart, c'est un ancien mercenaire qui va devoir reprendre du service pour diverses raisons. Et à ce moment-là, donc j'ai du mal avec son prénom, Valderon va faire une demande pour être accompagné d'un mercenaire pour se rendre dans une zone obscure dans laquelle vraiment un lieu de légende dans lequel vivraient des créatures fantastiques dangereuses. Elle veut se rendre dans ce lieu pour s'en inspirer pour son prochain roman. C'est vraiment une écrivaine à succès. Elle parvient à construire des univers qui captent toutes les classes sociales, je dirais, mais aussi tous les publics, en ce sens qu'on voit par exemple qu'elle a beaucoup d'impact sur une sainte, donc une personne qui est adoubée par l'église pour ses connaissances, ses capacités, bref. Donc elle est adulée par cette personne, mais aussi par des personnes qui sont plus marginales, entre guillemets, ou qui ont tout du moins une culture peut-être un peu plus sommaire. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'elle arrive à toucher tous les publics, donc c'est un des premiers éléments qui est assez intéressant. Swart, lui, il a une vie assez tragique, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. On sait qu'il a perdu des êtres qui lui étaient particulièrement chers, mais aussi qu'il s'est rendu sur cette fameuse montagne sur laquelle veut se rendre l'écrivaine, et qu'il a combattu une créature qui a des capacités qui sont incroyable. Dans ce premier tome, on a la présentation des protagonistes et le début de leur périple, puisque les deux s'allient donc, puisque la romancière a besoin donc d'une escorte. Et donc on va suivre donc déjà ce rapprochement qu'il va y avoir entre les deux personnages qui deviennent amis, si je puis dire.
Ce qui est intéressant et ce qui est bien fait, je trouve, c'est que vous avez tout de même beaucoup de textes. Donc c'est un manga qui ne va pas lésiner sur les descriptions, mais aussi sur la densification de la psychologie de ces personnages. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est une saga qui sera en 3 volumes. Et je suis impatiente de connaître la suite, même si je crois que j'ai regardé, mais voilà, il y a écrit tome 2 bientôt disponible, mais il n'y a pas de date pour l'instant. Et je vais regarder sur le site de Doki Doki parce que c'est vrai que j'aimerais quand même bien avoir la suite rapidement. Voilà. C'est mon problème en ce moment avec Doki Doki. Si vous passez par là, quand vous m'envoyez quand vous sortez des tomes 1 comme celle-là que je reçois, comme The Unexpected Goddess, sachez que c'est une torture par la suite d'attendre la suite quand il y a 1 mois ou 2 de délai, c'est atroce. Je vais garder l'ouvrage fâcheux pour la fin, fâcheux entre guillemets. Je n'avais pas prévu de le lire, mais en partant, je l'ai rajouté à ma valise. Simone Veil pour les générations futures, qui est donc le compte rendu d'une présentation que Simone Veil a faite donc dans une école. Exactement, c'est l'ENS, donc l'école normale supérieure. Simone Veil est reçue pour plusieurs raisons. Alors elle le mentionne dans l'espèce de préambule qu'elle fait lorsqu'elle se présente aux étudiants qui sont dans la salle. Elle pourrait tout à la fois parler de son travail en politique, de l'IVG, mais ici elle vient parler donc du devoir de mémoire et de la Shoah. Donc il y a toute une phase, je dirais, alors pas explicative, mais plutôt d'exposition dans laquelle Simone Veil va exposer sa démarche justement, et ensuite elle va répondre aux questions des élèves de l'ENS, des questions qui sont très intéressantes et qui sont très actuelles. Je pense d'ailleurs que c'est une bonne chose que cet ouvrage soit republié aujourd'hui, puisque vous avez des interrogations qui, encore une fois, voilà, qui sont très actuelles, qui résonnent et qui ont un côté presque prophétique, puisque vous avez notamment des interrogations sur donc cette histoire de devoir de mémoire, mais comment faire pour les générations postérieures, ces générations qui finalement n'auront pas les témoignages des personnes ayant vécu la Shoah et qui finiront par considérer ça comme quelque chose de presque mythologique. Donc il y a cette dimension là, c'est traité avec beaucoup de justesse et c'est surtout traité, je trouve, et ça c'est très bien, sans pudeur. Il y a beaucoup de mots qui sont prononcés qui aujourd'hui ne seraient jamais prononcés dans un tel contexte, et Simone Veil ose les employer. Elle ose demander une Europe unie pour justement éviter ce type d'événements qui sont affreux. Mais elle parle aussi des autres génocides qui ont eu lieu. Elle parle du Rwanda notamment, qui était un des sujets d'actualité au moment, durant en tout cas la période dans laquelle Simone Veil exerçait le pouvoir, une partie du pouvoir. Elle parle de bon nombre de génocides et de guerres, de pays dans lesquels il se passe des atrocités. Mais voilà, ce qu'elle dit, c'est que, évidemment qu'elle le reconnaît, mais elle a aussi ce devoir de témoignage de son expérience de la Shoah et donc plus précisément du camp de concentration d'Auschwitz. Donc il y a toute cette partie-là. Et ensuite, il y a des questions qui sont plus, je dirais, géopolitiques. Par exemple, une étudiante va l'interroger sur le fait que en Hongrie et en Pologne, par exemple, elle a trouvé que l'antisémitisme était beaucoup plus palpable, beaucoup plus verbalisé, beaucoup plus commun qu'en France ou qu'en Allemagne, par exemple. Et donc Simone Veil va expliquer avec des réponses, je dirais, un petit peu plus géopolitiques, justement, la raison potentielle de cet antisémitisme montant dans certains pays qui pourtant ont vu la grande majorité des juifs qui habitaient ces pays-là déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle va aussi parler de cette question qui est intéressante aussi et qui faisait déjà débat donc à l'époque en 2005, à savoir comment faire avec les générations donc en Allemagne de ces personnes qui ne se disent donc pas responsables de ce qui s'est passé, puisque ce ne sont pas leurs agissements mais ceux des générations passées. J'espère que je suis claire, je suis désolée, je suis vraiment fatiguée, j'ai mal à la gorge donc j'ai du mal à m'expliquer.
Mais en gros, cette interrogation, ça va être sur qui doit porter la culpabilité et la faute. Est-ce que finalement le devoir de mémoire que les Allemands, comme les Français, comme que tout le monde a vis-à-vis de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, comment le présenter à des jeunes Allemands notamment, parce que c'est là l'interrogation en tout cas qui est posée à Simone Veil, qui eux ne se sentent pas du tout responsables et n'ont pas l'impression de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit concernant cette question, puisqu'ils n'étaient pas là et qu'ils n'ont pas agi pour ou contre les personnes déportées. Bref, il y a toutes ces interrogations-là qui sont vraiment très intéressantes et qui sont des questions qu'on peut retrouver à l'école notamment. C'est en ça que je trouve que ce livre est très bien. Il a un côté très pédagogique parce que Simone Veil prend le temps d'expliciter les choses tout à la fois avec simplicité et minutie. Donc vous avez des réponses qui sont à la fois satisfaisantes, je dirais, pour un public, un lectorat qui est plus jeune, mais aussi des choses qui sont plus denses pour les personnes qui se sont déjà intéressées à ces sujets-là, qui se sont questionnées, mais qui ont trouvé certainement des réponses, mais qui sont peut-être restées un petit peu en surface. Voilà, Simone Veil, elle éclaire très bien ces thématiques-là, c'est brillant. Après, voilà, la partie d'intervention de Simone Veil, elle s'arrête ici, dans l'ouvrage. Donc, ce n'est pas très très long. Ensuite, vous avez une postface qui représente à peu près, je dirais un tiers du roman, de l'ouvrage. Et ensuite, vous avez les notes. C'était très intéressant et je trouve ça très bien que cet ouvrage ait été publié. C'est un petit peu bref, mais c'est largement suffisant pour aborder les thématiques essentielles et importantes qui se posaient à l'époque et qui, je trouve, sont encore d'une grande actualité. Je vais terminer avec Reine de l'Ouest, que je devais lire dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, qui est de H. Lenoir, publié chez les éditions Sarbacane. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Déjà, je remercie la personne qui, en commentaire, m'avait mentionné le fait que potentiellement, il avait des scènes de fesses dans ce livre. Effectivement, il y a des choses qui sont un petit peu explicites. Sachez que je n'ai pas lu toutes les fins. J'en ai quand même lu 2, 3. Enfin, j'ai quand même fait 2-3 fois le chemin. Notamment en revenant sur des parties qui m'interrogeaient un petit peu. Ça m'interrogeait vraiment de savoir de quelle façon les choses pouvaient être tournées. Je n'ai pas beaucoup apprécié ce titre-là. Alors, franchement, je vais pas... Déjà, encore une fois, je commence à être épuisée de cette notion d'héroïne ou de femme forte qui s'illustre dans les romans par des choses absurdes, mais absurdes. Là, ici, l'héroïne, donc on suit Miss Jones, qui est une fille de bonne famille, curieuse et large d'esprit. Le mariage, non merci. Alors là, mais MDR, c'est-à-dire que oui, effectivement, elle va partir prétendument pour devenir enseignante, donc dans le Grand Ouest américain. Et vous avez en fait en gros plusieurs possibilités. Vous pouvez finir, donc moi en l'occurrence j'ai fini enseignante, of course, mais j'ai pas fini qu'enseignante parce que j'ai voulu faire des choix aussi un petit peu plus, je dirais, communs, parce que je suis persuadée que la plupart des jeunes filles qui vont lire cet ouvrage, elles vont avoir la curiosité de faire des choix concernant les personnages masculins qu'on nous propose. Sachez que le premier personnage masculin que j'ai rencontré, c'était un brun ténébreux qui lisait un livre d'Arthur Conan Doyle dans le train, voilà. Donc, que ce jeune homme, il m'a glissé un petit papier dans ma main et il m'a dit, il m'a fait une blague sur la voisine d'à côté en gros. Et là, on pouvait choisir de discuter ou non avec ce gentleman. J'ai choisi de discuter avec lui because j'étais curieuse. J'ai discuté avec lui. Sachez qu'au bout de 4 chapitres, je pouvais choisir d'aller dormir dans sa chambre. Voilà, chose que je n'ai pas faite. Donc, comme je ne l'ai pas fait, ce bon monsieur, il est parti de son côté parce qu'il était imprimeur. Il avait une machine avec lui qui permettait donc de produire à grande échelle, voilà, l'édition de journaux et de livres. Et donc, il a pris les devants. Il était déjà parti quand je suis sortie de ma chambre au matin. Donc, je suis partie toute seule. Et dans le train, je me suis fait attaquer par la suite par des bandits, en gros des gens grandement recherchés dans l'Ouest. Je préviens complètement d'ailleurs, j'ai oublié de le faire. À partir de maintenant, je spoil carrément, parce qu'à la rigueur, là c'était les 2 premiers chapitres, mais là je spoil carrément. Donc j'ai fait le choix de tenir tête aux bandits qui voulaient me voler mes boucles d'oreilles. Ce bandit m'a enlevée avec son frère. Je me suis retrouvée donc dans l'Ouest américain, en plein désert,
enlevé par deux kékés qui ont enlevé leur bandeau, et apparemment la seule chose que l'héroïne trouvait à dire c'était il avait la mâchoire carrée, les cheveux blonds, il était super beau, machin et tout. Comment on pouvait être aussi méchant et aussi beau. Donc bref, il y a plusieurs choix en tout cas avec ces deux frères. Vous pouvez choisir de finir avec l'un ou avec l'autre, vous pouvez même choisir de finir avec les deux. En l'occurrence, j'ai quand même, par curiosité, j'ai choisi de finir avec un pour voir ce que ça donnait. J'ai aussi choisi après d'être avec l'autre pour voir ce que ça donnait au niveau des descriptions explicites, puisque c'est ce dont on m'avait parlé. Donc pour vous donner un ordre d'idée, alors âme sensible, s'abstenir, même si voilà, bon, c'est explicite, mais ça reste raisonnable, je dirais. Vous aviez cependant une exigence. Il s'est vite débarrassé de son jean et de son caleçon long pour que vous lui rendiez l'appareil. Vous vous êtes retrouvé à vous embrasser avec ardeur, vous la main sur son membre, vaillant et fier, lui explorant avec soin votre passage intime inondé comme une grotte marine sous les assauts de la marée montante. Le gars, il vous a embrassé une fois. Vous savez même pas pourquoi, il vous a enlevé dans un train parce qu'il voulait vous voler vos boucles d'oreilles et que vous avez dit non. Et genre, si vous répondez que vous voulez rester avec lui à la base pour arpenter l'Ouest américain comme bandit, vous vous retrouvez en train de lui tripoter dans son caleçon. Il s'est passé quoi en fait? Bref, voilà. Donc ça, c'était le choix où vous le choisissez lui. Et alors, vous avez le choix où vous choisissez son frère. Et là, alors là... donc, vous le choisissez déjà, imaginez comme c'est malsain, parce que vous avez embrassé le frère quelques heures auparavant. Donc, la bouche sèche, vous contournez Neil pour vous approcher d'Oscar. Ce dernier se fige en vous voyant avancer vers lui. Oscar, commencez-vous d'une voix douce. Bref, vous le répétez d'une voix suave, bref, parle parce que c'est vous l'héroïne, donc il vous dit vous. Tu veux que je m'occupe de toi? Je vais m'occuper de toi, ma belle. Je vais bien m'occuper de toi. Je vais bien m'occuper de toi que tu ne pourras... Je vais si bien m'occuper de toi que tu ne pourras plus marcher droit demain. Dac. On s'est parlé 2 fois. On a fait une séance de tir ensemble. De tir. Je veux dire de tir au pistolet. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pour que derrière, tu me parles de cette façon. Je comprends pas. Je vois pas du tout ce qu'il y a d'attrayant. Je vois pas du tout en quoi c'est... Et alors tous les personnages masculins sont présentés comme des BG qu'on a envie de immédiatement de mettre dans notre lit. Je sais pas, enfin moi il me semblait quand même que... Donc il est noté 16+, cet ouvrage. C'est écrit au dos, contient des scènes explicites. J'avais pas vu d'ailleurs à la base. Mais je ne vois pas comment on peut dire qu'un livre comme ça est féministe en fait. Je trouve que c'est mensonger dans la publicité qui est faite. Et je suis vraiment déçue parce que j'aime beaucoup les publications des éditions Sarbacane habituellement, particulièrement dans la collection X-Prime. Mais là, franchement, je suis désolée, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il y a ces 2 personnages là. J'ai même pas essayé de voir la fin avec le kéké là, initial BG dans le train avec son livre de Sherlock Holmes là parce que ça m'a fatiguée. Donc dans les autres choix que j'ai fait, je crois qu'à un moment on peut aussi finir avec donc une femme, parce qu'évidemment que ce genre de livre embrasse tous les codes voulus aujourd'hui, à savoir mais vraiment sans profondeur aucune, mais aucune, simplement voilà, ça vous donne la possibilité éventuellement si vous le souhaitez, j'imagine, de finir avec un personnage féminin, puisque je suis pas allée au bout parce que vraiment j'en avais marre. Mais il y avait voilà, des passages où en gros vous décriviez des femmes avec une beauté froide qui vous saisissait l'âme. Donc j'imagine qu'en creusant un peu, ça finissait comme avec Oscar et l'autre génie là. Voilà, bon, vous vous faites appeler princesse tout le long du bouquin par Oscar là. Il y a ces scènes explicites qui m'ont pas plu. Enfin bref, c'est pas spécialement bien écrit. Je comprends pas l'intérêt en fait. C'est pas un livre dont vous êtes l'héroïne en fait, c'est une romance. Alors le fait déjà que vous soyez au 19e siècle, why? Pourquoi pas avoir placé ce roman dans un contexte contemporain à la rigueur? Parce que là je vois pas l'intérêt. Typiquement le public qui pourrait kiffer un roman comme ça parce que ça se déroule dans un cadre que j'adore. J'adore la musique country. Je sais, c'est super bizarre, les gens trouvent ça étonnant, mais je veux dire, je peux vraiment écouter que ça, j'ai aucun problème avec ça. J'ai adoré des séries débiles comme Le Ranch avec Josh Hartnett, mais pas du tout avec, je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai là, acteur un petit peu emblématique de mes années jeunesse. Bref, il y a plein de choses comme ça que j'ai adoré qui sont tellement inscrites dans ce capital culturel Amérique profonde.
Là, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de là où ça se déroule. Je vois pas l'intérêt de que ce soit au 19e siècle. Je ne vois pas ce qu'il y a de féministe dans le roman. Il y a rien qui me plaît. En fait, la seule chose qui serait prétendument féministe, et encore, je pense qu'il faudrait peser ces mots 5 minutes, ce serait cet acte initial de départ, donc pour ne pas se marier. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, c'est la chose la plus conventionnelle actuellement dans les romans jeunes adultes, puisque visiblement le seul acte de rébellion qu'une femme peut faire dans sa vie, c'est de refuser le mariage. J'ai pas l'impression que ce soit forcément le message à véhiculer aujourd'hui, parce que c'est pas forcément le truc qui est le plus d'actualité non plus. Je pense que l'oppression patriarcale, elle est aussi beaucoup plus sournoise que seulement dans le lien du mariage et dans la relation hétérosexuelle et hétéronormée. Voilà, donc pour moi, c'est des ouvrages qui surfent sur une vague bien précise, qui est la vague de la représentation, parce que apparemment c'est ce que le lectorat demande et qu'on a envie de cocher les cases du politiquement correct, voilà, même si je ne suis pas du tout contre le fait de mettre des personnages, mais même au contraire, enfin, je trouve ça très bien. D'ailleurs, j'ai pas d'opinion à avoir sur la question. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que le protagoniste féminin finisse avec un protagoniste féminin. Par contre, créer cette ouverture-là, spécialement pour répondre à un code et cocher une case, là franchement je suis pas fan du tout, et même je trouve que c'est une instrumentalisation de quelque chose qui est important, au même titre que je trouve qu'il y a une instrumentalisation du féminisme dans la communication autour de ce titre. Voilà. Bref, autant j'adore la forme des livres dont vous êtes le héros parce que je trouve ça hyper divertissant, honnêtement je vais pas mentir, je trouve que les pages se tournent toutes seules, mais par contre franchement pour en garder quoi en fait à mon sens. Bref, voilà, je vais vous laisser. J'ai complètement oublié de mettre un point final à ce vlog, je m'en excuse. Je voulais revenir sur mes propos concernant le roman dont je vous parlais précédemment, puisque je me suis rendu compte au montage qu'effectivement j'étais peut-être un petit peu, ou tout du moins trop péremptoire. C'est mon opinion propre, je ne souhaite blesser personne. Si vous avez aimé ce titre, et je pense que d'ailleurs il peut plaire à beaucoup de personnes, tant mieux, je sais qu'il trouvera son public, c'est simplement qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas été satisfaite. Je voulais un petit peu moduler la chose parce que je comprends tout à fait que mes propos puissent être reçus comme offensants, et je m'en excuse. J'ai une dernière chose à vous dire, je souhaiterais faire une foire aux questions pour fêter les 6000 abonnés sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire les questions qui vous taraudent concernant les titres que j'ai pu aimer, ceux que j'ai pu moins aimer, tout ce qui va concerner la littérature ou pas, si vous vous posez des questions sur le métier d'enseignante, sur la façon dont je gère mon temps entre YouTube, Instagram, l'école, la préparation des cours, etc. etc. Vraiment n'hésitez pas, je répondrai au mieux. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.